Par ailleurs, les politiques varient selon les pays. Pour ce qui est de la structure de capital actuelle, qui est en croissance plus lente, eh bien, vous la trouvez dans les pays en développement. Pour ce qui est de la création de nouveaux capital, eh bien, c'est dans les pays émergents. En 2006, 50% de tout le ciment qui a été employé dans le monde était employé en Chine. Donc, vous imaginez la construction là-bas. Le charbon est également utilisé à très forte intensité en Chine et beaucoup moins dans les pays européens tels que l'Allemagne. Alors l'importance relative des politiques aujourd'hui qui doivent être mises en place pour trouver des solutions eh bien, varie selon les pays. Nous avons modélisé tout cela, nous avons essayé de créer un cadre suite à la réunion de Bali, de la COP de Bali. Nous avons essayé d'analyser la situation. Nous savons qu'il y aura le système Cap and Trade qui sera mis en place par un certain nombre de pays dans le domaine énergétique. Cap and Trade avec un plafonnement de la production. Il y a d'autres possibilités, une approche sectorielle pour essayer de mettre en place des politiques qui sont transfrontalières, mais dans certains secteurs de l'économie. Nous pensons que ceci va toucher certaines industries, mais il y a la question de la compétitivité, par exemple, notamment pour ce qui est des carburants pour l'aviation, et également des politiques et des mesures. Là, vous avez un certain nombre de pays qui vont convenir un certain nombre d'actions qui seront entreprises, de politiques qui seront déployées, mais qui ne s'entendent pas aujourd'hui sur les résultats. Évidemment, c'est le contraire du système Cap and Trade. Là, vous vous entendez sur le résultat, mais pas sur le moyen d'y arriver. Et en fait, cela pourrait être au cœur même de la façon dont cette transition va se produire pour encourager la plus large participation de toutes les parties prenantes dans ce système Cap and Trade. Les économies émergentes pourraient internationaliser leurs engagements nationaux en matière de politique, mais peut-être pas s'entendre sur les résultats. Donc nous avons modélisé tout cela et pour parvenir toujours à cette cible de 450 ppm, entre maintenant et 2030, la vaste majorité des réductions va se produire grâce à l'efficience énergétique. 50% de la réduction sera réalisée de cette façon pour parvenir au plafond de 450 ppm. Efficience énergétique, pourquoi? Eh bien, il faut beaucoup de temps pour créer du capital, pour le remplacer. Il faut 50 ans pour créer une centrale à charbon, une centrale nucléaire. Un peu moins pour les centrales à gaz, mais il faut beaucoup de temps pour créer ces infrastructures. Et 2020, eh bien, c'est après-demain. Et les décisions que nous allons prendre prochainement eh bien, feront sentir leurs effets bien après cela. Donc, l'efficience énergétique, c'est quelque chose de très important puisque cela nous permet de créer un nouveau capital et de procéder à certaines réductions. Par ailleurs, 2/3 des réductions prendront place en dehors de la région OCDE et notamment dans des grandes économies du monde. Mais pour ce qui est de la réduction des émissions, il faut encore savoir qui va financer ces réductions d'émissions. Ça, c'est évidemment au cœur des économies, des discussions qui ont lieu sur le forum des grandes économies. Il faudra pouvoir s'entendre. Il y a le financement du carbone, le négoce des droits de carbone, un certain nombre de programmes de compensation, l'utilisation de fonds publics, d'autres mesures qui seront prises en ce qui concerne le montant de financement public qui est nécessaire et l'objectif visé par ces fonds publics. Il faudra changer évidemment notre approche en matière de recherche et de développement, avoir plus d'activités en matière de recherche et de développement, une plus grande collaboration dans ce domaine. Après les chocs pétroliers, vous savez qu'il y a eu une forte augmentation du secteur de la recherche et développement public dans un certain nombre de pays de l'IEA. Et dans les pays, justement, les 1 et 70, dans les laboratoires desquels on crée ces technologies, mais aujourd'hui, les pays émergents jouent un rôle très important en matière de recherche et de développement. Donc ça, c'est une approche possible. Dans la région IEA, il y a eu une certaine activité dans le domaine de la recherche et de développement, mais pas autant qu'on aurait pu l'espérer. Les technologies doivent se développer, doivent sortir des laboratoires de recherche et de développement, quels que soient les pays, développés en développement, c'est quelque chose d'indispensable.
Si vous vous souvenez de la façon dont cela se faisait à l'époque par rapport aux économies, eh bien, il faudra trouver aujourd'hui de nouvelles façons de procéder. Ce n'est plus un modèle qu'on peut utiliser, c'est-à-dire d'utiliser les résultats de la recherche et de développement de nos laboratoires dans nos pays développés. La question de la propriété intellectuelle également, la protection des droits de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui doit être assuré dans la recherche de nouvelles technologies en matière de recherche et de développement. Bien entendu, il faut améliorer la coordination politique. Et cela se répercute déjà sur le plan des investissements et les chiffres qui viennent d'être publiés. L'année dernière, nous avons dit qu'il y a à peu près 22 trilliards de dollars et nous n'avons pas encore annoncé les chiffres dans notre cas de référence, mais ce que nous disons, c'est qu'il faudra 3 millions de milliards de dollars de plus pour la même période pour arriver à 4,50. Et le secteur le plus important, ce sont les transports. Et la raison pour laquelle il est ainsi, c'est que d'ici 2030, 60% des véhicules seront des véhicules électriques et des voitures hybrides. C'est une évolution qui est en cours et pour ce faire, il faut énormément d'investissements. Et étant donné que dans un secteur comme le secteur automobile, il faut une bonne coopération, peut-être même dans la définition des normes, ce sera important pour accélérer justement cette transformation, cette évolution du marché. Pour ce qui est des bâtiments, des centrales nucléaires, la situation est un peu différente. Et là, il faut peut-être simplement parler du respect des bonnes pratiques. Et je terminerai en disant que, bien entendu, Copenhague doit camper le cadre pour toute cette évolution, mais il faut également mettre au point d'autres mesures d'encouragement et avant tout doit être très claire et très précise sur ces mesures d'encouragement. Et je dirais encore que Copenhague devra donner l'autorité à d'autres organisations d'intervenir. Nous avons souvent mis le doigt sur certains échecs et les difficultés liées aux différentes agences. Et il est vrai que le détenteur du capital n'est pas forcément en lien direct avec l'utilisateur de ce même capital. 10-12 minutes. Okay. Nous avions prévu 10 minutes pour vos différentes présentations. Je vous demanderai de bien vouloir respecter ce temps de parole. Alors, ce que je souhaitais dire encore, c'est que il faudra donner suffisamment d'autorité à d'autres organisations de par le monde, l'APEC, l'IEA éventuellement, pour développer également ses capacités en faveur du changement du marché.